Eh bien, voilà le top départ non seulement de la session, mais aussi de la saison 4. Ah, ça fait bien, hein. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, donc pour cette Masterclass, nous allons nous rendre à Amiens avec ce personnage. Il existe quelques photographies de ce personnage. Un Amiénois qui est décédé en 1978 que je n'ai pas connu, mais j'ai vraiment bien connu son fils. Donc, c'est Charles Caron. Charles Caron, qui est donc vraiment un enfant d'Amiens, de Saint-Leu, enfin pas de Saint-Leu exactement, mais bon, enfin, qui est quand même un enfant d'Amiens, de la vie amiénoise, des marchés amiénois, de toute cette vie populaire qui a pu y avoir donc avant la Première Guerre mondiale et donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il est décédé en 1978. Il était né, Charles Caron, le 10 octobre 1886, la même année que ma grand-mère maternelle. Ça n'intéresse que moi. Et puis, donc, et je vais vous parler un petit peu de ses parents, vous parler de sa vie. Vous allez vous rendre compte que, bah, contrairement à beaucoup d'autres, il n'est pas dans le monde enseignant, mais par contre, c'est un intellectuel au sens le plus large du terme. Et c'est un technicien, en fait, vous allez voir, un ingénieur technicien. Alors, son vrai nom, c'est Charles Robert Caron. C'est important, Robert, vous allez voir, c'est anecdotique, mais ça a une petite importance. Son père, Charles, aussi, tout le monde s'appelle Charles, hein, de père en fils. Son père, Charles Caron, est né en 1860. Il est expert comptable, son père. Et il va décéder assez jeune, en 1899, alors que Charles n'aura que 13 ans. Euh, et donc Charles sera comment cet expert comptable va travailler à Amiens, mais il va décéder à Paris. Il fréquente donc il doit travailler à Paris à ce moment-là. Et puis il a toute une vie intellectuelle aussi déjà très proche enfin très très amateur de théâtre, opéra, enfin tous ces divertissements, on va dire, mais qui sont bah, des divertissements de l'époque, puisque on est avant le cinéma, hein, donc on est avant les enregistrements, donc il faut aller au spectacle vivant pour bénéficier de soirées, de musique, d'opérettes, etc. Donc ça, c'est le père de Charles Caron, donc c'est Charles Constant Caron, lui, Charles Caron. Euh, et puis sa mère, Charles Caron, notre auteur du jour, c'est Florentine Berthe Joséphine, c'est le beau prénom, hein, Florentine Berthe Joséphine Pignon, née en 1863. Et son métier, c'est une amiénoise aussi, son métier c'est vestonnière. C'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Elle fait des vestons. Elle est couturière de vestons, donc dans Amiens. Et Charles, donc, va naître chez ses parents, rue des Augustins à Amiens. Et il décédera en 1978, en juillet, chez son fils au Crotoy. Hein, son fils habitera au Crotoy à ce moment-là. Je vais beaucoup, beaucoup vous parler de son fils, qui se prénommait Albert, mais que je vais appeler Bob, parce que tout le monde l'appelle Bob Caron. Il est connu vraiment sous ce nom-là. Euh, et ce Bob, bah, ça vient de Robert. Hein, voilà, c'est pour ça que Robert était tout à l'heure important et n'est en fait qu'anecdotique. Euh, Charles Caron, donc, bon, bah, il est né, donc, comme je vous l'ai déjà dit, en 1886. Il va faire ses écoles à Amiens, ses études à Amiens, à une école supérieure, après l'école, bien sûr, primaire, rue Jules Barny, donc du côté de la gare d'Amiens. Et il va devenir dessinateur industriel. Ça sera son premier emploi. Et donc, il va, avant la guerre 14, hein, dans ces moments-là, et donc dessinateur industriel pour la Société électrique d'Amiens. C'est la fibre de l'époque, l'électricité, hein. C'est à ce moment-là qu'on commence à installer de l'électricité un petit peu partout. Et puis ensuite, il va être employé à l'usine des chaudières tubulaires. Et il va monter des chaudières
chez les particuliers ou dans les usines, donc essentiellement dans les usines, mais aussi chez les particuliers. Et son fils va l'accompagner dans l'après-guerre. Donc Bob accompagnera son père, il en avait des souvenirs. Au moment de la guerre 14, l'usine de chaudière tubulaire est réquisitionnée en tant que fabrique d'armes. Et donc, bah, en fait, il est mobilisé dans son emploi. Avant 1914, sa vie intellectuelle, Charles Caron, elle commence essentiellement par une rencontre, celle d'Henri Chenu, qui est un Miennois, et qui est son aîné, qui pourrait être son père, hein. Il remplace un petit peu son père, puisqu'il l'a perdu à 13 ans, et donc ça va devenir son père intellectuel. Il est né en 1872, c'est quelqu'un qui vivra jusqu'en 1936. Henri Chenu et Rosati, les membres de la Société d'histoire et de théâtre d'Amiens, il donc introduit Charles Caron dans ce monde-là, et il va l'initier à la photographie, ce qui n'est pas négligeable, hein. C'est aussi un art qui se commence, enfin une pratique qui commence à se populariser à la charnière du 19-20e siècle. Et surtout, c'est lui qui va l'initier à l'écriture du Picard amiénois. Hein, c'est par Henri Chenu que Charles Caron considérera toute sa vie comme un maître qu'il arrive à l'écriture du Picard. Charles Caron se marie juste avant-guerre, le 19 août 1912, avec Madeleine Albertine Billon. Ils ont vraiment des très beaux prénoms, je trouve, toutes ces femmes de cette époque-là. Ce truc, ça chante, on se croirait dans des nouvelles de Maupassant, je sais pas. Donc Madeleine, et donc sa femme, elle est née à Amiens également en 1899, donc elle est plus jeune que lui. Elle est modiste, donc elle travaille également dans la couture. Et son père, à cette Madeleine, était marionnettiste et il manipulait en particulier le personnage de Polichinelle. Donc Polichinelle dans le théâtre de La Fleur, hein, Polichinelle fait partie du théâtre aussi de Guignol. C'est un personnage qui traverse l'ensemble du monde de la marionnette. Et j'ai déjà vu Polichinelle, en particulier avec les compagnons de La Fleur, il le mettait en scène en tant qu'appariteur en particulier. Et cette Madeleine, donc devenue Caron, Madeleine Billon, épouse Caron, décédera à Châteauneuf-Grasse, c'est dans le Midi méditerranéen, sur la Côte d'Azur, en 1973. Donc ce sont des gens qui ont vécu vieux, hein, par rapport à leur génération, puisqu'ils ont abordé 80 ans ou plus. Et ils auront un fils unique, Albert Charles Caron, donc celui qu'on appelle Bob, qui naît en 1915, pendant la guerre, en mars 1915. Vous voyez, donc son père n'a pas été mobilisé. Rue Laurando, pour ceux qui connaissent, c'est une rue qui est proche du cirque d'Amiens, qui est tout en long, là, qui longe tous les boulevards amiénois. Très longue rue. Et Bob Caron décédera à Saint-Valery-sur-Somme en 2008. On a eu, je ne sais plus Olivier si tu étais là, il y avait France Avis au moment de la conférence qui avait eu lieu un an avant. Donc on a eu la chance de pouvoir l'enregistrer en train de nous parler de son père et de nous lire des textes de son père. Alors Charles Caron, donc le fils de Charles Caron, tout le monde s'appelle Charles. Bob. Bah, il prend le pseudonyme de Bob Caron et il signe, parce qu'il est artiste, il signe ses œuvres d'art des trois lettres A, B, C, Caron. Hein. Albert, Bob, Charles Caron. Voilà. Donc ça, c'est le fils, hein, celui qui nous est contemporain. Et puis, notre auteur du jour, Charles, donc ça restera Charles Caron. Le fils donc est proche de ses deux grands-mères parce qu'il n'a pas connu ses grands-pères et il va fréquenter les marchés amiénois où une de ses grands-mères vend je pense que c'est des objets de couture, enfin, je ne sais pas si ce sont des vestons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il va rencontrer des gens, donc le côté un petit peu truculent des marchés. Et puis Laura, je l'ai connu ce violon, on lui donnera un violon. C'est une tzigane qui lui donnera un violon, donc il jouera du violon avec, donc avec un objet qui lui a été transmis par une tzigane dans un de ses marchés. Alors je vais essayer de vous montrer une photo qui n'est pas fréquente.
c'est la photo de la famille Caron avec la grand-mère. Alors, je vais partager ça. Zoup, zoup. Faut que je fasse plein de manips. Il faudrait que je prenne un technicien. Je ne sais pas si ça doit pouvoir se faire, ça. Non, je ne sais pas si l'agence a les moyens. Enfin, voilà, donc vous avez là ici euh, sur la page, eh bien Charles Caron, hein, jeune, une photo qui n'est pas fréquente parce qu'il est jeune, le petit Albert qui est sur les genoux de sa mère, donc ben, je vous l'ai dit, donc ça doit être, il doit avoir un an à peu près ce bébé, ce poupon là, hein, donc on est autour de 1915. Donc la maman Madeleine qui est assise sur le fauteuil, hein, et avec une très belle robe de dentelle. Quand on voit de près, c'est vraiment magnifique. Et puis derrière, bah, une des deux grand-mères. Alors, je ne sais pas si c'est la grand-mère maternelle ou paternelle, ça n'est pas indiqué. En tout cas, voilà une photo de famille prise pendant la guerre 14. Hein. C'est assez étonnant. Mais bon, c'est quand même un moment de joie dans cette période. Hein, alors, pas faire un cours d'histoire, mais au tout début de la guerre. Amiens, les Prussiens, les Allemands sont pas loin du tout. Ils sont vraiment aux portes d'Amiens. Et là, donc, on est probablement fin 1915, pas plus tard que ça. Et donc, on a cette image qui nous est parvenue dans les archives de Bob. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un petit livre, je peux vous le présenter tout de suite, c'est ce petit livre-là qui parle que de la vie de Bob Caron, voilà. Et qu'on peut probablement encore se procurer, qui est paru il y a une vingtaine d'années. Et dedans, il y a pas mal d'éléments biographiques et familiaux. Je vous dis tout de suite, c'est que en fait, Bob Caron et Charles Caron, hein, le père et le fils, sont très très proches l'un de l'autre. Ils sont très fusionnels. L'un, Charles Caron, dédie un nombre de textes assez impressionnant à son fils unique. Charles, donc, à tous les moments, des années 1940, quand il a une cinquantaine d'années, jusqu'à la fin de sa vie, son dernier texte, on essaiera de le voir tout à l'heure ensemble, est dédié à son fils en particulier. Et puis, bah, Bob parlait tout le temps de papa. Tout le temps. Et c'est jamais mon père, c'est toujours papa, papa, papa. Et je veux dire, ils ont. D'ailleurs, c'est pour ça que Charles Caron est décédé au Crotoy. Il est venu finir ses jours chez son fils. Ils sont très proches. Les femmes sont là, hein, les mamans, les grands-mères sont là. Bob Caron a été marié, alors là, c'est presque du folklore. Ils ont divorcé ensuite, mais il a été marié avec une Américaine pour pouvoir aller aux États-Unis, pour pouvoir y résider. Mais en fait, je ne sais pas du tout la relation qu'il avait avec cette Américaine. Enfin, bon, c'est pas le sujet du jour, c'est pas lui, mais enfin bon, voilà. Je vais vous raconter un petit peu quand même. Alors, je reviens à mon personnage, donc Charles Caron, notre auteur. Donc, il écrit en Picard dès après la guerre 14, et il écrit des histoires, des anecdotes, des poèmes, des textes qui sont le plus souvent rimés. Mais surtout, à ce moment-là, il est interpellé parce qu'il dessine. Il dessine énormément. Donc c'est une époque où il n'y a pas encore beaucoup de photos dans la presse, hein. C'est très mis à part des journaux d'ampleur nationale, mais dans la presse locale, les almanachs, tout ça, il y a des gravures. Et donc on va retrouver, je vous montre tout de suite une gravure. C'est ce trait de dessin-là, Charles Caron, qui est le plus connu. Voilà, donc ça c'est un de ses textes qui est publié, c'est une pièce de théâtre, je vais vous le re-signaler, mais pour vous montrer le dessin de Charles Caron. Et donc, il dessine, il grave, et il est interpellé donc pour des dessins dans le Journal d'Amiens, dans le Progrès de la Somme, dans des almanachs, comme je vous le disais. Et puis, ben, il fréquente les Rosati, donc il va être ami de nombreuses personnes dont les noms nous sont pour la plupart bien parvenus, comme Maurice Garret, Adrien Huguet, Pierre Dubois, puis d'autres qui sont un peu moins connus, comme Bien-Aimé, qui était l'archiviste, alors, ce Racine, le chanteur, j'ai jamais entendu. Il existe peut-être des enregistrements, mais on voit sur des partitions interprétées par ce Racine. Camille Dupetit, qui est un auteur amiénois également. En travaillant sur Charles Caron, j'ai appris que Dupetit, lui, était un ouvrier du velours. Il travaillait dans le velours.
Charles Caron, donc, qui sait faire de la photo, euh, adhère au club des projectionnistes, c'est comme ça qu'il s'intitule, qui sont des photographes qui siègent au Rosati Picard. Et puis il expose. Il expose au Rosati, il expose des peintures. Alors il a même fait l'exploit d'exposer 80 aquarelles dans une exposition et d'en vendre 115. Donc c'est quand même c'est un record quand même. Il en a vendu plus qu'il en a exposé. Donc après, donc il a eu des commandes en fait, mais Bob m'aimait bien raconter cette anecdote-là. Et il a réalisé, alors ça, pour ceux, je ne sais pas si c'est encore au théâtre des Cabotans, mais une fresque, une frise, c'est le mot, une frise sur l'histoire du costume. Donc vous voyez l'influence des grands-mères, hein, l'histoire du costume à travers les temps, depuis Ève jusqu'à 1930. Alors oui, Martine, Ève, mais oui, mais parce que Charles Caron, comme Bob d'ailleurs, aime beaucoup les femmes, aime beaucoup l'esthétique, aime beaucoup la plastique féminine. Enfin, Bob s'en est jamais caché, hein. Je veux dire, lui, il adorait être entouré de femmes. Il aimait bien quand j'allais à sa maison, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, c'était vraiment l'esthétique féminine. Donc en commençant par Ève, on a le premier costume qui est la nudité. Voilà, c'est une œuvre d'artiste. Et puis, bah, on va jusqu'en 1930, puisque ça a été réalisé à ce moment-là, avec une succession de scènes où les costumes sont représentés, mis en scène dans des scènes de théâtre. On est sur du dessin, hein, ou des collages, et puis à travers également des ombres et surtout des silhouettes. C'est une frise qui fait 30 mètres à laquelle Bob tenait comme à la prunelle de ses yeux, et il a dû en faire don. Je pense que c'est au théâtre de Tchécabotan. En tout cas, elle y a été présentée à l'époque de Françoise Rose et de Jacques Auvet. Je l'ai vue là-bas. Vers l'âge de 50 ans, donc avant la Deuxième Guerre, Charles Caron déménage dans Amiens et parce qu'il a besoin d'avoir un atelier. Et là où ils étaient, il n'y avait pas possibilité. Donc ils vont aller habiter rue Le Mâtre, qui est une rue perpendiculaire à la rue Laurando, là, proche du cirque également. Et il va perdre beaucoup d'archives dans ce déménagement, mais pas ses peintures. Sa femme, bon, je ne sais pas leurs conditions de vie à ce moment-là, sa femme vend des affiches. Il avait une collection, paraît-il, d'affiches de spectacles vivants, dont je vous parlais tout à l'heure, opéra, tout ça, mais qui étaient réalisées par de grands peintres, hein, comme Chagall a pu faire des peintures pour l'opéra. Bon, ben, c'était pas Toulouse-Lautrec dans le domaine de l'affiche, voilà. Donc, ils avaient énormément d'affiches comme ça. Tout a été vendu pour pas cher, disait Bob. Donc, ils avaient sûrement besoin de sous, parce que c'est à peu près à ce moment-là que Charles Caron va être licencié de son entreprise de tuyaux de poêle, là. Et donc, non, j'exagère. Et donc, va déménager pour son travail à ce moment-là, à Issy-les-Moulineaux. Mais toujours que dans Amiens, il va créer un- un atelier dans lequel il va avoir une presse pour donc enfin, c'est pas de la lithographie, c'est quand c'est de la gravure sur cuivre ou sur métal. Et puis, il va avoir donc tout un atelier des archives. Et dans ces archives, il a des coupures de dessins, de coupures de presse, dans lesquelles il y a des dessins, qu'il prend dans la presse. Parce qu'en fait, je parlais de nu tout à l'heure, mais il s'inspire beaucoup de photographies et pas forcément de modèles vivants dans ses réalisations. Puis, il y a assez peu de peinture, enfin de ce que je connais de lui. Il va faire la cathédrale d'Amiens, il va faire des choses comme ça. C'est très classique. Et donc, il a des classeurs et puis il a des archives qui sont bien, bien ordonnées. Et c'est à peu près l'époque où Bob Caron, le fiston, il est dans l'adolescence. Donc, de temps en temps, quand son père est parti à les moulineaux il va voir ce qui se passe dans l'atelier. Et c'est comme ça qu'il va faire son initiation avec certains dessins que son père a archivés sous des rubriques femmes nues ou des choses comme ça. Voilà, c'est les émotions de l'adolescence. Et puis, mais Bob en gardait un bon souvenir, hein. Euh, pourquoi pas. Et puis, donc dans cette période-là, Charles Caron est un ardent défenseur de la marionnette Picard.
Édouard David vient de décéder, enfin, ou va décéder en 1933, donc qui est un grand promoteur également. Et puis, la marionnette est l'emblème de la persistance à Amiens d'une culture qui s'exprime par la langue, mais qui s'exprime aussi par le contact avec le peuple. La marionnette, elle a énormément souffert au niveau mondial de l'arrivée du cinéma. Le spectacle populaire, ça devient le cinéma. Et bah, elle est complètement désuète, elle n'a plus rien à dire. On préfère un Buster Keaton ou un Charlot à Lafleur ou à Guignol. Et donc, ces gens qui sont issus de la culture du 19e siècle bah, voient des choses qui risquent vraiment de disparaître, qui sont patrimoniales, et donc vont être créées chez Cabotan d'Amiens au milieu des années 30. Et Charles Caron va créer son propre théâtre de marionnettes. Il va vraiment le créer, il va le fabriquer. Et là, d'autant plus autour de lui des gens des femmes qui savent coudre, qui vont faire les costumes, lui il va faire des décors, et il a son théâtre, et ce théâtre sera vendu ultérieurement au musée des arts et traditions populaires. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu, si c'est parti au musée à Marseille ou ailleurs, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été acheté par les musées des ATP. Et il fait une conférence pour accéder au Rosati. Donc, c'est cette conférence, Un siècle de théâtre de Cabotin à Amiens, conférence du 28 novembre 1925 par Charles Caron. Donc, je n'ai pas l'original, mais j'ai une photocopie de cette allocution. Et ce travail va avoir une grande. D'autres l'ont fait avant lui, hein. Édouard David a fait aussi des travaux sur la marionnette. Et donc, ce travail aura de l'écho et dans une revue qui s'appelle la Revue mondiale. Alors, il faut quand même que je me mette un peu devant la caméra, voilà. Il va y avoir un article de 4 pages qui s'appelle Les marionnettes picardes. Et donc, voilà, donc cet article est là. Il est signé de Monsieur Lannegrand d'Augimont, c'est une belle signature aussi, voilà. Et donc, on a ici cet article qui reprend une partie de cette conférence et puis un certain nombre de documents avec des illustrations qui ne sont pas de Caron, hein, qui sont de Ringard, qui sont enfin, d'autres auteurs amiénois. Et puis Charles Caron va promouvoir la marionnette en créant des programmes. Ça, c'est un recto verso, c'est un programme avec toujours, vous voyez, enfin, moi, j'ai un peu l'habitude, je reconnais vraiment bien son trait. Vous avez sa signature là. Alors, c'est ici, hop, la signature de Caron qui est là, hein. Et donc ça, c'est un, voilà, ça fait. Son personnage n'est pas celui de Daumont, n'est pas celui des Cabotans, n'est plus celui de Lafleur, c'est son Lafleur à lui, Lafleur du 19e, hein. Euh, alors, tant que je suis dans son travail artistique, à Charles Caron, vous voyez, là, c'est des gravures comme ça. Alors, il faut que je trouve le bon focus pour vous les mettre. Enfin, c'est à peu près net, je sais pas. Voilà, donc on a des choses comme ça. Donc ça, c'est pour un menu. Ici, là, c'est pour une illustration de texte sur cuivre. Donc on peut retrouver de temps en temps ça c'est un zin, ça, on peut retrouver des objets qui attestent, bon, on peut pas de raison d'en douter, mais enfin qui attestent de cette activité, puis donc de sa fabrication artisanale. Dans la série La Fleur, par exemple, donc au décès de Bob, il y a eu une vente aux enchères, donc j'avais acquis ça à ce moment-là. Donc c'est du père, hein, bien sûr, hein, voilà, on a La Fleur qui est là, avec bah, beaucoup d'éléments qui représentent la Picardie. Alors il y a la marionnette, mais derrière il y a la rose de Picardie, il y a de la littérature, il y a une horloge, le temps qui passe. C'est quelque chose qui est très présent chez Charles Caron. Et le temps qui passe, c'est euh, la vieillesse qui arrive, la sagesse aussi un petit peu, la mort. La mort est très présente, hein, je vais vous en parler avec plusieurs de ces textes. Et puis la transmission vers son fils. C'est quelque chose qui est très important, se réaliser à travers son fils. Donc bon, je reviens à la biographie un petit peu de Charles Caron. Donc, avec la crise des années 29-30, il est licencié, comme je vous disais tout à l'heure, et puis il va donc ben, partir, toujours comme dessinateur industriel et puis ingénieur, dans l'usine des huiles Renault. Alors, il ne fabrique pas des voitures,
C'est Renault aussi, hein, c'est pareil, mais là, c'est à Issy-les-Moulineaux. Et donc, ils travaillent dans les huiles. Alors, vous verrez dans le document, vous transmettrai, il y a des camions Renault qui transportent des huiles Renault. Enfin, c'est pas du tout improbable, bien entendu, mais enfin, c'est assez surprenant de voir ces camions. C'est des photographies que j'ai retrouvées assez facilement sur Internet. Hein. C'est pas, je dis, j'ai pas fait des recherches extrêmement compliquées, mais j'étais curieux de voir à quoi ça pouvait ressembler, ces huiles Renault. Donc, il y a des hordes de camions qui vont livrer de l'huile comme ça. Donc, ils travaillent là-dedans. Et puis, donc, tout au long de sa vie, il écrit en picard. Il écrit énormément, énormément sur la ville d'Amiens. Hein, quand il ne parle pas de lui-même ou d'un certain nombre d'événements. Donc, il écrit sur la ville d'Amiens, sur les quartiers d'Amiens et surtout sur le quartier Saint-Leu, la cathédrale, donc Saint-Germain également tout au long de sa vie. Mais il publie en fin de compte assez peu de choses de son vivant, si ce n'est la pièce L'Horloge que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est parue aussi dans un almanach. Si vous tombez sur ces almanachs-là dans des vides-greniers, déjà, ah là là, mais pourquoi la Focus, il se met pas, je sais pas pourquoi. D'habitude, voilà, là, c'est très près, voilà. Ces almanachs, il y en a plusieurs qui sont édités à Amiens, puis ailleurs, bien sûr, euh, qui possèdent bien souvent énormément de textes picards qu'on ne retrouve que dedans. Donc c'est dans l'entre-deux-guerres. Hein. Il y en a aussi avant-guerre, 14, mais il y a beaucoup de textes assez précieux de certains auteurs dans ces almanachs. Euh, voilà, donc Charles Caron eh bien, dit, vers 1972, il va encore vivre un petit peu, qu'il a écrit 500 chansons ou poèmes. Alors, il n'écrit pas majoritairement en picard, mais il écrit toujours en picard. Il écrit majoritairement en vers, je vous l'ai dit, en vers français, mais il y a un peu de prose, il y a des choses qui sont non conventionnelles dans son écriture. C'est pas majoritaire, mais il y a des choses qui sont assez spontanées comme ça, une poésie libre. Et bah oui, 500 chansons, elles y sont parce qu'en fait, il a rassemblé ses écrits dans des cahiers. Il y a 13 cahiers et en fait, deux seuls sont édités. Et donc ça, c'était un lien que j'avais particulier avec Bob, c'est qu'il me les a prêtés les uns après les autres et j'ai pu les photocopier. Et en fait, si j'ai, voilà, donc là, vous voyez, c'est des cahiers comme ça, donc des cahiers d'écoliers, pas différents formats, en fait, c'est très disparate. Et quand Bob m'a montré ça, j'étais assez stupéfait, parce que moi, je ne connais que le livre Edrich Hervel dont je vais vous parler. Et puis, ah non, mais papa, il a fait autre chose, et puis voilà, puis il va chercher un grand carte, une grande boîte, et puis il me montre ça, mais j'étais stupéfait, et puis Charles Caron avait écrit tout au long de sa vie, d'ailleurs ça se voit très bien, on pourrait dater les carnets rien qu'à essayer de lire son écriture, parce que bah, c'est une écriture qui se dégrade, il va perdre un petit peu, enfin beaucoup la vue à la fin de sa vie. Et puis en français, en picard, hein, une écriture un peu en script. Oui, c'est un dessinateur industriel, donc il y a une écriture un petit peu mécanique, très anguleuse. Et puis, bah, ces cahiers, je les ai photocopiés, moi, à l'époque. Et quand je suis allé à la vente aux enchères dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu lieu à Amiens, bah, les cahiers ont disparu. Voilà, ils sont disparus. Alors, ils ne sont pas complètement disparus, je ne pense pas. Mais parce que sur Internet, on en trouve un qui a été scanné, qui est en accès. Vous aurez le lien, on peut le voir. C'en est un en français. Il s'appelle, voilà, c'est celui-là, la simple passion des fleurs. Et ceux qui sont édités sont en noir et blanc, alors que bah, ceux qui restent, eh ben, il y en a en couleur. Et en fait, quand Bob Caron a voulu éditer en 1979 les œuvres de son père chez Charles Tellier, l'imprimerie Hiver et Tellier, c'est pas Charles d'ailleurs, c'est Hiver et Tellier, c'est une groupe, c'est ça. Et donc, bah, il a commencé par le cahier numéro 1, hein. Bon, c'était assez logique, le 1, le 2, et puis donc il a fait Red Hervel et puis Coin de chez nous disparu. Et il voulait continuer. Et le 3, bah, c'est en couleur. Et à ce moment-là, les tarifs étaient abominablement chers et ils ne pouvaient pas, quoi. Ils pouvaient pas. Et donc, et c'est Hiver et Tellier qui l'ont découragé, d'ailleurs. Ils ont dit que ça va coûter très, très cher. Et donc, comme en plus, Bob souhaitait que ce soit sur un très beau papier couché, voilà, ça ne s'est pas fait. Et donc, bah, j'ai les photocopies de tout ça. Donc, j'ai là autour de moi tous les cahiers de. Voilà, voilà, comme ça, vite fait.
le cahier numéro 12 là, qui est là. Après, ben, en dessous, forcément, il y a le 13. Au-dessus, il y a le 11. Alors, vu comme ça, on n'a pas l'impression, mais voilà, ça, c'est le 10, celui-là. Voilà. Donc, les grandes photocopies. C'est tout manuscrit. Hein. Je veux dire, là, faut être extrêmement patient et courageux pour tout lire. Ce qui n'est pas mon cas. Je suis patient, mais je n'ai pas été courageux. Alors, et il y a toujours une table des matières. C'est pour ça que quand on fait le décompte, effectivement, les chiffres annoncés par Charles Caron, 500 chansons, je pense qu'il y en a même plus, quoi. Euh, donc on a un patrimoine qui est bah, l'iceberg, quoi, un patrimoine visible. Ce sont ces deux livres de Charles Caron, voilà, hein, voilà, je vous les présente là comme ça, qu'on trouve encore de temps en temps, en particulier la Red Reachervel. Et puis bah, le reste de l'iceberg, il est quelque part. Il flotte pas. J'espère qu'il coule pas. Enfin bon, c'est pas complètement perdu. Voilà. Euh, un petit mot sur... donc, je vous aurai des liens sur Internet, d'une part, pour avoir la conférence entière de Bob Caron sur son papa. Donc, il remonte à 2007. Bob est décédé l'année suivante. Vous aurez une page consacrée par des artistes de la baie de Somme à Charles Caron. J'étais surpris parce que je pensais qu'ils parlaient que de Bob. Non, non, ils ont parlé de Charles Caron et c'est là où vous aurez un lien avec un de ses cahiers inédits papier. Vous aurez donc un lien aussi sur la page qui s'intéresse à Bob Caron en tant qu'artiste, parce que je vais vous en dire un mot, c'est pas possible. Je serais très loin de la pensée de Charles Caron, que je n'ai pas connu, et de Bob Caron, que j'ai bien connu, si je ne vous parlais pas de Bob. Et puis vous aurez dans le topo là, des informations que j'ai pu avoir sur la vie des personnages. Rien que je ne vous dise pas, mais c'est présenté différemment. Un petit mot sur Albert Caron, donc Bob. Lui, c'est un personnage. Vraiment, je suis content de l'avoir connu. C'était vraiment un personnage, mais assez improbable. Je l'ai connu quand il est revenu donc en baie de Somme, précisément quand il est arrivé à Noyelles-sur-Mer. Donc, il était revenu au Crotoy. Et puis, pourquoi au Crotoy? Il a fait, Bob, la Deuxième Guerre, il était mobilisé avec le mari de Mado. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, qui ont fréquenté le restaurant chez Mado au Crotoy, un restaurant fréquenté par toute la gentry locale et lilloise en particulier. Pierre Mauroy y avait ses habitudes, etc. Enfin, bon. Et donc, pleine vue sur la baie, vue sur Saint-Valery, sur la mer d'un côté, Noyelles de l'autre. Et puis, Bob est venu s'installer au Crotoy parce qu'il était resté, bien sûr, ami avec son compagnon soldat, le mari de Mado. Là-bas, il a commencé à monter un groupe de jazz et puis des sound clubs, club des sound clubs. Et puis, il y a eu un festival de jazz au casino du Crotoy. Puis ensuite, il a acheté le château de Noyelles-sur-Mer, c'est pas un château fort, hein, c'est quand même une très très grande demeure avec un parc dans lequel le festival est arrivé. C'est à ce moment-là que je l'ai connu fin des années 70. Et puis, en 1999, il a laissé le château et sa compagne était décédée à ce moment-là. Et puis, il est allé s'installer à Saint-Valery, à côté du Grenier-à-Sel. Alors, le Grenier-à-Sel, maintenant, est complètement refait. La maison de Bob était là sur la gauche. Et maintenant, ce sont des appartements qui sont loués. C'était une maison absolument gigantesque, tout en longueur complètement adossé au mur du grenier à sel. Il y avait un mur qui n'était pas un mur de maison. Hein. La maison, il y avait un toit puis un autre mur, mais le mur d'origine, c'était le grenier à sel. Et il avait le grand plaisir de dire que il avait acheté un bordel. Voilà, donc parce qu'avant c'était le bordel de Cailleux. Voilà, et donc bon, lui non, mais il était là. Donc c'était sa manière de voir les choses qui était pas du tout misogyne. Faut pas croire. Il aimait les femmes. C'est pas du tout la même chose que de les mépriser. Et puis, cette maison était tout en long, elle était étalée sur des étages, parce qu'entre le quai et puis la rue Enguerrand du Peuple qui est derrière, il y a un sacré dénivelé. Donc, il y avait plein de pièces qui étaient les unes, les autres, et puis une petite cour intérieure où souvent on buvait un café. Enfin, avec moi, c'était un café. Avec son médecin, c'était du whisky, me disait-il. Enfin, bon.
Et puis, il avait les archives de son père, les dessins, les peintures. Il avait ses propres dessins et peintures, parce que je vous ai pas encore dit, c'est que Bob Caron a été un artiste de renommée internationale. Il a vécu, ça je vous l'ai dit, à un moment donné aux USA, où il a rencontré le monde artistique, littéraire, du cinéma, de la danse. Il a connu Ginger Rogers, il a connu Roma Gari, il a connu Gene Seberg, enfin voilà, et puis d'autres, je n'ai pas fait l'inventaire. Quand il était en France, il a fait des affiches pour Edith Piaf, il a connu tout ce monde du musical parisien, et surtout, il a été embauché comme décorateur du palais princier de Monaco. Et donc, il était un intime de Grâce de Monaco. Et donc, c'était et pas pendant 6 mois, hein, je veux dire, il a été là-bas pendant une grosse douzaine d'années. Entre 65, 66 et puis les années 70-12 par là. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui était apprécié dans une peinture qui est vue de loin, hein, vue de près, c'est pas du tout ça, mais vue de loin, ça ressemble à du Dufy, pour vous faire une idée. C'est un petit peu dans cet esprit-là, avec des couleurs très souvent gaies, des moments de fête, des choses comme ça, la mer, mais c'est aussi le 14 juillet, ce sont des choses comme ça. Donc, c'est pour vous dire que Bob Caron a eu cette vie dans laquelle la musique, le jazz est très important, hein. Il jouait du violon, il joue aussi d'autres instruments, mais surtout du violon, avec son violon de cigane, et puis du piano aussi. Il n'a pas oublié le Picard. Et s'il est revenu, il a beaucoup vécu donc sur la Côte d'Azur, bien sûr, à proximité de Monaco, où sa femme est décédée. Sa mère, pas sa femme. Il a donc s'il est revenu en baie de Somme, c'était pour réentendre les sonorités du Picard. Aussi étonnant que ça puisse paraître que je vous dise ça, oui, non, alors, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, je fais que de reprendre des éléments rapportés par ces deux copines là qu'on fait en particulier ce roman-là, c'est Bob Caron par deux copines, hein, Éléonore Lelon et puis Catherine Duverger. Et donc, il voulait entendre du Picard. Et donc, il est venu au Crotoy, et puis il est venu à Cailleux, et puis il est resté à Saint-Valery. Voilà, donc il a fait tout le tour du nord au sud de la baie de Somme pour le Picard. Et ce qui est assez étonnant, et vous allez l'entendre parce que ça a été filmé, enregistré, vous allez l'entendre en train de dire et de lire du Picard de son père. Et vous allez entendre un Picard extrêmement nasalisé, extrêmement amiénois. Hein, quant à Amiens, on ne dit pas Amiens, on dit Amiens. Amiens. Je ne suis pas amiénois, je vous l'ai déjà dit. On ne dit pas cabotin, on dit cabotant. Hein. Amour, pas l'amour, mais l'amour. Voilà. Eh bien, cette nasalisation euh, est présente chez Bob Caron. On n'a pas d'enregistrement de son père. Est présente chez Bob Caron et elle n'est pas forcée, elle n'est pas feinte et elle est supérieure, cette nasalisation, quand il parle picard que quand il parlait français. Quand il parle français, il y a une nasalisation. Bon, ça, je veux dire, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais quand il parle picard, c'est encore plus fort. Et ça, et notamment quand il parle. Quand il lit son père, il a des fois un petit peu de difficultés parce que ce sont des manuscrits qu'il a reproduits. Donc, moi-même, j'ai aussi des difficultés des fois à trouver certaines lettres, des choses comme ça. Mais pour vous dire que Amiens, c'est Amiens, quoi. En termes de langage, d'élocution, d'intonation, d'accent, comme on pourrait dire aussi. Voilà. Et c'est important que je vous le dise parce que même en réécoutant et plusieurs fois, bien sûr, pour ce soir, je me dis, oui, quand même, c'est quand même costaud, mais c'est authentique. Voilà. Hein, donc, Bob, je vous le rappelle, était né en 1915, donc il a été élevé par sa mère, son père, ses grands-mères, donc des gens, bien sûr, du 19e siècle. Alors, bibliographie de Charles Caron, bah, je vous ai presque tout dit. Donc, c'est la pièce de théâtre L'Horloge. Les rêveries de Chervel, écrites jusqu'en 1948, mais publiées en 1979, donc juste un an après son décès. Euh, la simple passion des animaux, donc ça c'est inédit. Et ce qui est beaucoup moins connu et que je vais sûrement apprendre à pas mal de gens, c'est que les rêveries de Chervel, eh bien, il y a un tome 2 qui est tout en couleur et voilà, donc, enfin, il y a énormément de dessins en couleur dedans et donc qui n'est pas édité, lui, le tome 2 des rêveries de Chervel, qui va jusqu'en 1964. Donc, normalement, voilà, c'est ça qui devrait exister, qui aurait dû être publié.
Ensuite, il y a Les coins de chez nous disparus. Alors ça a été édité chez Hiver et Tellier, voilà, avec énormément de... Là, c'est majoritairement en français, c'est sur Saint-Leu. C'est d'après-guerre, donc c'est la Amiens détruit et puis ce qu'il en reste. Mais il y a des textes en picard dedans aussi, hein. Dans le premier volume édité, il y a pas mal de textes sur la fleur. Et puis alors, il y a quelque chose, bon, il y a tous les cahiers, hein, bien sûr, et puis il y a quelque chose alors, qui est cet objet-là. Donc c'est un cahier, mais ça, c'est la couverture. Et en fait, quand je suis vraiment agacé avec la focale aujourd'hui, je suis pourtant, hop, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Il doit y avoir un endroit où ça veut, mais je sais pas où. Ça passe pas, hein. C'est dommage. Mais enfin, ah bah si, je l'ai mis dans le document. Donc c'est en français. Entretien à. Alors là, on a un dessin, c'est des bouts de bois qui sont cassés. Donc j'ai cherché un moment avec ma femme. Entretien à bâton rompu allant du. Alors là, c'est véritablement. Ça, c'est très Picard. C'est le rébus Picard. Les lettres sont dans les lettres. Et donc, bon, on a dans le rébus hein, du 19e siècle, dans l'Allemagne Wehrmacht, on a ces choses-là. Mais au Moyen Âge, on l'a déjà en picard. Donc c'est CAL écrit en noir sur BOUR écrit en lettres défoncées blanc. Et donc c'est calembour. Donc entretien allant du calembour par le coq à l'âne. Il y a un coq et un âne qui sont dessinés, en passant par l'humour, la rosserie, la gauloiserie, avec un petit bouquet de violettes. Et la violette, c'est une fleur, petite fleur discrète, hein, c'est la fleur qui se cache alors que la rose, elle se montre hein, depuis le XVIIIe siècle. Et donc la violette, elle est très permanente dans la présence des textes de Charles Caron, mais aussi dans la vie de Bob. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. C'est peut-être un hasard, je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc notre personnage du jour, alors on va quand même regarder ensemble quelques textes, parce que on est quand même là pour parler du Picard. Alors je vais commencer avec un texte inédit euh, qui s'appelle Dicton pour Schlanner Picard. Et avant de vous présenter le texte qui est là, je vous ai mis une illustration, c'est ce truc-là. Et ça, c'est un calendrier. Donc, c'est un calendrier. Et non, pourquoi ça? Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, Là, vous allez le voir là. Là, je vais vous faire un partage. Mais c'est pour dire que donc il a fait un calendrier du temps qui passe, hein, je vous en parlais. Je vais tout de suite faire le partage. Ça sera encore mieux. Et puis donc bah, je l'ai inséré dans ce dicton, dans ces dictons pour Hocheline et Picard. C'est assez grand pour vous? C'est moyen. On peut faire mieux. Bon, hop, voilà. C'est mieux. C'est un peu mieux. Je vois les réactions. Voilà. Bon, là, je ne peux pas aller beaucoup au-delà. Donc, et il y a aussi des phrases en picard en haut du calendrier. Là, vous voyez, janvier, février, mars. Bon, je vais vous le lire, hein, celui-là. Dicton pour Schlanner Picarde. Paul Pagne de mettre de date, il est fouet pour toujours et il put servir à tous. N'oublie point, Eche pram janvier, vrai ou feu, donner tes baisers. Février, chez chez Nazu, on tous, orac, à qui mieux mieux. Si un mars, soleil est venu, méfie-t'es, ira un farfelu. Un te découvre point un avril, mais des langues au lieu du fil. Joli mois de mai, quand reviendras-tu pour que je puisse rallumer ma fût? Alpec, tiro à mi-temps juin, d'acheter à taille, il faut si boin. En t'avons point, mon amour, toute seule, pour être muché d'acheter éteul. Haché que de soleil d'Echmouedaou, expose, être pieux, tout doux, d'aché aillure dorée d'automne, en tu point de vague qui m'amonne. Tout vaut, tout passe et tout casse, pour l'enfant chez le rentrée de chez classe. Haché rhumatique et de novembre, prends garde à tes bros, à tes gambes, mets tes vieux seuillés d'aché cheminée, pour que Noël y puche des chindes. Voilà, donc on a les 12 mois de l'année avec une introduction sur bah, en fait l'annonce qu'on va avoir un calendrier perpétuel
le vocabulaire est jamais extrêmement fort chez Caron. Ceci dit, il est juste. Chez Nasu, c'est vraiment les garnements amiénois. C'est vraiment de là que on a ce mot-là. On a donc chez Nasu, c'est ici des baisers. Il pourrait dire des B. Il l'écrit ailleurs, hein. Donc, Édouard David fait la même chose. Il peut employer indifféremment des mots plus français que Picard, plus Picard que français. Mais del lagne au lieu du fil. Donc là, on a la prononciation typiquement amiénoise de la laine, hein, la laine du mouton, hein, la lagne au lieu du fil. Euh, quand reviendras-tu? Donc ça, joli mois de mai, quand reviendras-tu pour avoir des feuilles, pour essuyer, bon, vous voyez un peu la chansonnette. Donc là, pour cache-puche, ras la même affût. Donc c'est antinomique, puisque normalement, à partir du mois de mai, on éteint son fût. Alors je ne sais pas pourquoi lui, il veut le rallumer. Chez Intaille, ce sont les étangs, mais les tourbières, hein, essentiellement, enfin, étymologiquement en tout cas. Le smucher, donc là on est au mois de juillet, qui n'est pas prononcé, smucher d'Achezettel, donc c'est se cacher dans les parties fauchées. Bien entendu, le mot français m'échappe au moment de vous le dire. Les morceaux d'épi qui restent après qu'on ait fauché ce qui est au-dessus, ça reviendra. Cet après-midi, ça venait tout seul, voilà. Le coup de soleil, bon, ça va. Chez Ayur, sont les haies. La vague qui m'amonne, c'est en fait, c'est la génisse hein, qui tette encore le pis. Et puis, bah, la rentrée des classes, chez Rhomatique, garde à tes bros, à tes gants, les jambes, bien sûr, tes vieux seuillés, les souliers, d'aller cheminer. Normalement, même Amiens, c'est cheminer, hein, voilà. Donc, voilà. Peut-être qu'il voulait que ça sonne d'une certaine manière. Donc, nous voilà partis. Je vous dis que c'était bien, comme il y a la rentrée des classes. Normalement, on devait faire ça au mois de septembre, donc c'était bienvenu à ce moment-là. Bon, c'est un texte assez simple, mais les textes de Caron peuvent être plus compliqués, mais donc on va en voir un que j'aime vraiment beaucoup et qui va nous parler un petit peu des marionnettes en même temps. Alors, j'ai là. Euh, un ménage et de cabotant. Alors, c'est un texte qui est dans les raideries de Chervel. Je vous l'accompagne d'un autre texte. Alors, je vous reviendrai bien sûr sur le premier, qui est aussi dans le même livre. Vous voyez, Je trépade nos cabotants. C'est daté ici d'octobre 1940 et on a une vue du Moulin du Roi à Amiens, en face du palais de justice, qui a échappé au bombardement de mai 40. Le Moulin du Roi, enfin, il a échappé les murs, pas le reste, mais et pas le contenu. Et dans ce bâtiment, étaient hébergés les Rosati Picard à Amiens. Et toutes leurs archives ont brûlé, toutes leurs marionnettes qui venaient des théâtres du 19e siècle ont brûlé. Il n'est rien resté dans ce bâtiment que quelques murs, façades qu'on voit toujours. Et ce dessin, je le trouve extrêmement fort. Laissez le regarder, où vous avez en haut, vous voyez la fleur ici, vous voyez les marionnettes avec des trinques, vous voyez les gendarmes avec des lances là, qui sont là en habit, en costume napoléonien. Et tout ça part dans les flammes. Allez, vous voyez là, ici, l'âne, le côté religieux, le côté comme ça de la de tout ce qui peut disparaître. Il y a même une fenêtre qui est une croix là juste au-dessus de ces personnages-là. Et puis ici, quand on regarde bien, ben ici tous les personnages sont cornus. C'est le diable, c'est l'enfer. Sont les diables, les diablotins. Et donc ce personnage ces personnages, ces bâtiments, je veux dire, ce mouvement, enfin, je trouve la flamme, elle est superbe. La gravure est vraiment très fine. Eh bien, on a dans les premiers mots, maqués par Roche Brasier, ils sont morts, morts chez Triste, un jour et demi dernier, presque à Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Puis on va pas aller plus loin pour ce texte-là. Vous pourrez le lire parce qu'il est assez long, hein. Et donc là, on a le personnage de la fleur qui voit toutes les fumées, et puis les autres personnages sont présents dans le texte aussi, toutes les fumées qui emmènent bah, la mémoire populaire amiénoise.
Alors, l'autre texte, bon, vous aurez un texte aussi qui est daté de la fin de la guerre, à octobre 44, à la Libération. Amiens a été libéré le 31 mai 44, il y a 80 ans. Donc ça, on va pas le regarder, mais on va regarder Un ménage de cabotant, qui est un texte moins dramatique que les deux qu'on vient de voir, enfin surtout le Brasier. Un ménage de cabotant est daté de 1937. Et Charles Caron, je vous l'ai dit, à ce moment-là, travaille à Issy-les-Moulineaux. Il va travailler dans son usine d'huile là, chez Renault jusqu'à l'âge de 70 ans, hein, c'est costaud. Et donc, il décrit en fait un appartement. Et on n'est pas en Picardie, on est chez lui, euh, où il imagine être chez lui dans son logement. Et donc, ben, voilà un peu comment on est l'un sur l'autre, mais avec l'allégorie de la fleur quelque part. Un ménage de cabotant. Vous qui avez tous l'habitude d'avoir à vous seul une moison, d'âge gras parut, tout comme Latude, il faut se contenter d'une prison. Alors Latude, je ne savais pas bien qui c'était, je me suis renseigné quand même. Donc Latude, c'est un personnage qui a vécu au XVIIIe siècle, qui est un prisonnier français qui a passé son temps à s'évader, hein, voilà, donc il est extrêmement connu bon, moi, pas de moi, mais bon, voilà. Donc donc là où je suis, il faut se contenter d'une prison, d'un tout de cage, d'un volière, dehors chez comme un monument, mais d'un chez comme une souricière, qu'ils appellent un appartement. Chez Ptio, quatre coins puis un mi-temps, chez un ménage de cabotant. Voyons. Donc on a le volume qui est bien posé. Le cuisine, chez un tio boyeux, quand se pinche dessus la cuisinière, aux ossanées, chez Carieux. Suchmur au rap Saint-Pauvre-Drière. À droite, au Tateche Robinet, pendant avec 5 bougies de splash, à gauche, on arrive à buffet. Chez tout d'un tir, ni long ni lâche. Chez Ptio, quatre coins, puis un mi-temps. Chez un ménage et de cabotant. Dans le salle, chez tout un otafoué. Quand on est troué, il y en a un de trop. Le TSF, c'est une histoire. Sitôt sorti, rentre au galop, yo juste del plage pour deux gâtelettes, au mèche des petits plots, poids des grains, al de table, au fouaison le dinette, l'un contre l'autre à nous serrin. Chez Ptio, quatre coins, puis un mi-temps, chez un ménage et de cabotant. Aux avons pendu, à chez mur, tout ce qui rappelle nous Picardie. Esmer, es Zettel, es Nazur, tous nam, et aussi s poésie. Puis tout si calme, doux et moelleux, tout comme nous tcheurs. D'un grisaille, d'un brouillard souvent trompeux, je ravisse parfois comme un intaille, qui miroite d'âge coin d'âge mi-temps, et de nous ménage et de cabotant. Et le pubieux, chez le plièche l'eau ou cocouk. Saint-Chli, elle serait tout à fait bien. Elle est claire comme un cajamouk, et puis carré comme un nichat de chien. Chez Ptio, on est plus près l'un de l'autre. Nous horizons chez nous quatre yeux. Ils se disent des cosses chez nous épeutes, un trait de larmes, on se comprend mieux. Dans nous quatre coins, puis d'achemitant, elle nous ménage et de cabotant. Dans nous moisons, ma bois la fleur, il faut peser avec de liard et de bure. Il ne faut point relever de grandeur, tout pian-pian, puis à l'urlure. On vivons une journée par jour, nous ramons chelin pour faire des plages, à nous bonnes souvenances chez toujours, et puis on sourit quand on s'imbrache, d'acheter petit au coin, puis d'ach mi-temps, et de nos ménages et de cabotant. Je ne vais pas vous l'expliquer davantage parce que l'heure elle tourne, mais je pense que c'est un texte qui mérite d'être relu, d'être apprécié et qui pourrait être dit publiquement plus souvent qu'il ne l'est parce que il porte en lui à la fois du réalisme, de l'ironie, de l'humour et puis une forme un peu de résolution à une situation. Voilà, c'est comme ça, on s'en contente. Et puis, on est loin de la Picardie, et il y a tout ce passage poétique, la deuxième colonne, où il y a une description des images picardes qui sont là, celles qui sont chères à Caron, bien entendu, qui vont lui rappeler son pays.
Et puis, je trouve quand même qu'il y a des phrases qui sont extrêmement humoristiques. Hein. Publo chez le Weshkowskook, d'Ashley, sans Schlie, ça serait tout à fait bien. Je, veux dire, je trouve ça, moi, je trouve ça très fin. Il y a de l'esprit Picard. C'est assez, c'est plus qu'imagé. Il y a du concret. J'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, c'est une des manières aussi de mettre en scène Lafleur. C'est lui l'interlocuteur. Il était là, on s'adresse à lui pour lui dire, bah, tu vois, on n'est pas mieux que toi. Toi, tu es dans Saint-Leu, mais nous, on est ici. Alors, comment? On va faire un petit exercice. Alors, vous aurez le texte le petit exercice est assez simple. Hein, on va écouter Bob Caron en train de dire le texte de son père qui s'appelle Je déluge. Alors, je vais vous mettre donc le texte, et puis après, on regardera. euh, on pourrait essayer de faire les deux, mais ça va être difficile. Donc, on va mettre Bob. Oui. Ah, non, 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 attends, Bob. Faut que je partage la vidéo. Ça va correct un autre problème. Voilà, je l'ai là. Euh, voilà. Donc, ça s'appelle Je déluge. Bien entendu, ce n'est pas un récit biblique, hein, c'est humoristique. Il y a beaucoup d'animaux qui vont défiler, et puis ils vont même être défiler au sens vraiment mettre à la file, à la queue leu. Donc vous essayez, donc apprécier, je vais chercher à apprécier le moment où Bob lit et au moment où il dit le texte de mémoire. C'est un texte qu'il possède, Bob. Donc, entre ces deux moments-là, l'élocution, elle n'est pas la même. Et quand Bob Caron parle Picard, quand il dit le texte de son père, comme ça, qu'il a en lui, il parle un Picard d'une fluidité sans égale. Ah, bien qu'il ait eu euh, 45 ans de vie dans des sphères que je n'ai jamais fréquentées ni de près ni de loin. Voilà. C'est le déluge. Voyez-vous, il y a tous les animaux qui sont en bas. Je vais vous en lire un peu. Je vais vous en lire un peu, puis après je vous lis la fin. Quand après 40 jours il pleut, je bois il offre mes écluses. Noé, croyant pouvoir faire un rêve, ravise le soleil et tue ce qu'on vise. Chez Microyable, qui dit à cette femme, chose soit finie, des jours s'égressent. Et cette femme, tout contente de voir s'écrire, et ce n'est que Mich qui collouette à ses fesses, il dit, Noé, faut vivre à débarquer pendant que je cesse. Noé, il va tirer le colon pour l'envoyer à un éclaireur pour dire si l'on peut dans ce vieux monde mettre pied à terre sans frère et voilà. Et le colon parti touché bestiole, il commence à vous péter d'arrière, disant que Noé se fiche le fiole. Bref, Noé prend rassurer sur Snatch, prend le gouvernail, puis leur déclare leur façon de prendre leur des marches. Et là, j'ai un petit trou. Oui, ben, ça arrive. Hein. Bon. Alors, vous mettez bien tout doucement ensemble ceux qui peuvent se sentir pour inviter du bonachement. Hein? Peut avoir des détails, l'un derrière l'autre, d'abord chez gros, puis chez grand. Et il ne faut point que je vous épete, bougerez comme un commandement. Bon. Ensuite, prenant le fil de filière, Chepchou, ils mettons 2 à 2, fermez bien terre tous voudriez, et tâchez de rester silencieux. Bon, tout rouspétant, le pauvre épluche finit le dirène au bout des champs. Je n'ai point si tout qui sont des juges qui disent d'arpoche des nez forts. Mais un grand cri de le colon a vu dans un bec chez Olivier qui raccourt vers eux comme un tombe pour retrouver son pigeonnier. Noé a vu un geste superbe
donne l'ordre de tous et de débarquer. Et passer deux pattes et dessus l'herbe, sans bergler et puis sans raquer. Un éléphant, une grande pompe, qui est twist premier tout en avant, s'apprêtait quand dans un queue de trompe, il s'est tout en maintenant. Mais qu'est-ce qui me bouscule par derrière, qui dit à Noé mécontent, chez toi pour sortir le premier, et le plus qu'il fait dans sa fondement. À première écoute, ça doit pas être facile pour vous de tout saisir. Bon, l'histoire de base, c'est que les animaux sont à la queue leu-leu. Noé envoie la colombe parce que apparemment l'eau descend. La colombe va revenir avec l'olivier, ça c'est classique. Et puis bah, la puce, elle est tout à la fin du défilé, mais elle veut arriver la première. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va se mettre dans le fondement de l'éléphant pour que quand il va donner un coup de trompe, eh ben, elle puisse être propulsée aux premières loges. Alors, le texte, en fait, le texte tel qu'il est dit au début par Bob est pas exactement le texte qui est publié. Et pourtant, il le connaît par cœur. Et ce qu'il dit, j'ai vérifié, j'ai réécouté plusieurs fois, ça rime. Donc, il y a plusieurs écritures par son père de ce thème du déluge. Et puis, bon, voilà, je vais vous afficher le. Donc, il faut que je partage aussi ça. Ouais. Je vais vous afficher le texte qui est dans Red Chervel. Voilà. Et si. Donc voilà, quand après 40 ans de jour et de pleuve, je bois du, ufremé, je robinet, un croyant fouer fouer qu'un rêve, baillange soleil, gratte un bonnet, et euh, comment Bob ne dit pas béant, il dit ravisant, ravidant soleil, et puis les rimes sont pas les mêmes à ce niveau-là. Schneemikroyab qui dit à ce femme, hein, ce femme, ben, une grosse nasalisation là, hein, des jours secrets, ce serait fini. Chanez-toi pas le pagne. Ah, mon Dieu, nous dames, pour si peu que chose, de faire un abri. Donc, là, c'était pas la peine de faire une arche de Noé pour simplement 40 jours, quoi. Euh, Snechmise collant à ses fesses, es femme contente de fuir séquir, dit à Noé, pendant que Chaussès a débarqué, feu vir à vire. C'est pas du tout ce qu'il nous a raconté Bob tout à l'heure, hein, vous le réécouterez dans la vidéo. Euh, Noé évoquait le colombe pour l'envoyer un éclaireux. Mais pour dire si on peut d'HBE monde mettre ses pieds à terre sans être aucleux. Un aucleux, c'est quelqu'un qui n'est pas trop malin. Le colombe parti, touché bestiole, il kmache de dardard à rouspéter, à fouer des ceux, des guébrioles, à se bousculer, à s'agiter. Noé, pour rassurer et de susterche, il prêche gouvernail et puis il le dit, le façon de se mettre en ordre de marche. Attention à ça interdit, chez père Schlavin qui fait qu'on sorte. Mettez-vous bien tout du chemin, incende ceux qui sont de la même sorte pour éviter chez bas chemin. Alors, c'est à ce moment-là que Bob avait un trou de mémoire, donc ça, il ne nous l'a pas dit tout à l'heure par ordre de taille l'un derrière l'autre, et donc c'est à partir de là qu'il a commencé à lire, par ordre de taille l'un derrière l'autre, d'abord chez Gros et puis chez Grain, et puis une fois pas que ça vous épote, on ne bougerait qu'à mi-temps, on ne bougerait qu'à main. Ensuite, prenant le fil de la filière, expression typiquement amiénoise, on l'a aussi chez Louis Servan, hein, dans le sud amiénois, ensuite, prenant le fil de la filière, Cheptio et se mettront deux à deux, frémez bien terre tous vaudrières et tâchez, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il lit Bob Caron, là c'est écrit taquer, mais il dit tâcher, c'est-à-dire qu'en fait le Picard est moins artificiel qu'à l'écrit en fin de compte chez Bob, et tâchez de rester silencieux. Tout rouspétant, le pauvre épuche, fini le déran, à bout de chran. Je n'ai pas de sitôt que tu seras des juges qui dit narquois, je n'ai néfant. Alors, nénéfant, c'est un mot enfantin qu'on retrouve aussi chez Marie-Madeleine Duquesne, par exemple, et chez d'autres Amiénois. Que tu seras des chuches, donc tu seras des joutsches, hein. Donc il y a un subjonctif un peu hyper pircardisé qui est là à ce moment-là, mais ça fait la rime avec puche, hein. Peut-être que c'était forcé par ce besoin de rime. Mais un grand cri, V'là el colombe a vu que Saint-Bec, a vu que da Saint-Bec, pas d'un, da, tu as toujours la nasalisation, sont très ouverts, da Saint-Bec, l'Olivier, qui raccourt vers eux comme une trombe, pour entrevoir Saint-Pigeonnier.
pour Ertrevoir Saint-Pigeonnier. Excusez-moi. Pour Ertrevoir. Noé, avec un geste superbe, donne l'ordre à tous de débarquer pour poser le pâte dessus l'herbe. Sans berdeler et puis sans raquer, et n'énéfant un grande pompe, qui est premier tout en avant, et s'apprêtoué, quand, dans un queue de trompe, il s'y retourne tout un marmonnant. euh, tout un marmonnant. Qu'est-ce qui m'a poussé par drière? Qui dit à Noé, mécontent. Chez toi pour sortir le premier, elle puche qui est toi dans sa fond de main. Voilà, je pense que comme ça, vous avez le code pour comprendre l'astuce. Voilà. On est entre l'humour, la picard, un zeste de scatologie, enfin rien de bien méchant. Euh, donc ça, c'est une facette. Les animaux sont très présents hein, dans l'œuvre de Charles Caron. Les animaux, les plantes. Hein, mais la simple passion des animaux, c'est en français, c'est que sur les animaux. Hein. Euh, donc vous aurez le texte entier et puis bah, vous pourrez réécouter ce passage-là, soit dans la vidéo, celle-ci, ou bien dans celle de la de l'agence l'intervention. Bon, vous aurez un texte sur Marie sans chemise qu'il a illustré. Donc la statue amiénoise qui est au centre-ville d'Amiens, qui a été rénovée pour l'an 2000 et qui avait été perdue avant-guerre. Euh, on va regarder ça. Encore un petit peu de temps quand même, ouais. Donc, une fable. Je sais que les pédagogues ont toujours besoin de fables. Donc, bien sûr, d'après La Fontaine, enfin, je dis bien sûr, je veux dire, c'est évident quand on lit le titre, Schrener et Piche Corbieux. Un vieux corbieux dessus un arbre perqué, ethno et da Saint-Bec un marol. Marol, donc c'est maroilles, c'est fromage. Hein. Un jaune erner, par schlodeur à léquer, un bléieux des sacs un parole. Eh, bonne journée, monsieur du Corbieux, aux êtes fort et tu, et puis tout plan bieux. Si vous ramage, il ressemble à vous plein mage, aux êtes d'achpoilly, chlas chez yeux. Vous êtes le phénix, ça devient chlas, ouais, la simplification est assez agréable. Et Corbieux, un fig d'assez branque, de Snab Esmerol. Puis ouvrant un bec sérieux, il dit Mataillon m'a déclaqué tout le fab, à Malan et demi. Si tu veux un marol et une poiraterie que basse, donne mes 6 tickets et de matière grasse. Voilà. Donc, quand on voit l'époque où la fable a été réécrite en Picard, en 1941, restriction, ticket de matière grasse, et puis bah, c'est assez classique hein, dans la fable traduite en langue régionale, en Picard en particulier, quand elle est inspirée de La Fontaine, elle est très connue, elle est enseignée, on sait la morale habituelle. Eh bien là, c'est le renard qui se fait renarcer, c'est le mot Picard hein, pour dire qui se fait avoir. Et donc c'est lui-même qui est le dindon, on peut dire ça avec des corbeaux, je sais pas, le dindon de la farce. Mais donc ça, c'est classique, hein, le retournement de tout dans toutes les fables, on peut les lire d'un sens de l'autre et en plus, on peut assez facilement les retourner. Voilà, donc il y a plusieurs fables comme ça, inspirées ou traduites de La Fontaine par Charles Caron. Euh, Bon, vous aurez d'autres textes que j'ai récupérés dans des coupures de presse. Je vous les montre tous les deux rapidement, comme ça, pour que vous voyez. Vous les apprécierez. Hein, c'est pas, on peut pas tout regarder. Donc, la plupart du temps, ils sont datés sur Speke, quoi. Donc, c'est 1948. Là, il y a Strutz-Soueri, également de 1948. Et puis, mais je vous avais dit que le thème de la mort, du temps qui passe, mais c'est notamment de la mort chez Caron, est assez présent. Et donc, je vais vous montrer euh, deux textes. Euh, voilà, oui, c'est ça. Ils sont bien là tous les deux ensemble. Euh, donc de Charles Caron, qui sont dans son dernier cahier numéro 13, avec, oui, j'ai reproduit son écriture en bas, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais j'ai fait une saisie quand même, parce que je suis, je suis un bon camarade, quoi. Je ne veux pas quand même faire souffrir tout le monde. Euh,
Alors, je commence par l'illustration, qui n'est pas contractuelle, mais qui était que Bob m'a présenté quand je suis allé chez lui. Donc, vous voyez, ça, c'est Charles Caron hein, qui a peint sa propre mort. Il y a l'horloge, qui est vraiment un, un objet indispensable dans l'œuvre de Caron. Il y a l'horloge, la mort qui est personnifiée par ce squelette vêtu d'une robe qui vient arrêter les aiguilles. Le personnage qui est Dash Cadeau, bah, c'est lui-même. Les lunettes sont tombées, il ne peut plus lire. Vous verrez que ça a du sens dans son écriture en Picard. Aussi, bon, il lève les yeux au ciel et puis la fenêtre s'ouvre vers, on va appeler ça le paradis. Il y a des anges et il y a des colombes de la paix. Et puis de l'autre côté, le foyer Picard, la grande cheminée eh bien, elle est remplie donc c'est l'enfer, elle est remplie de diables verts. Voilà. Et donc ça, c'est une peinture, c'est pas ce que Caron fait le plus fréquemment, c'est une peinture tardive. Dans cette peinture, quand il est beaucoup plus jeune, le trait est extrêmement précis, extrêmement fin, hein. Je rappelle qu'il était dessinateur. Et donc voici ce premier texte. Adieu, Adé. Adieu, Adé. Je suis trop déjé. Déjeté, hein, je suis défait, je ne suis plus moi-même. Adieu, Adé, et je suis trop déjeté. Adieu, Adé, et je n'en peux plus. Adieu, Adé, l'eau j'ai dételé. Adé, adieu, chèvre mieux. Adieu, Adé, chez vieux ridé. Adé, adieu, chez Tchonazu. Adieu, Adé, et ce que j'ai créé. Adé, adieu, il n'en peut plus. Adieu, Adé, ce que j'ai aimé. Adé, adieu, j'ai disparu. Adieu, adé, je trop duré. Adé, adieu, je suis trop vieux. Adieu, adé, monsieur le curé. Adé, adieu, Satan est venu. Adieu, adé, avus nos chers. Adé, adieu, da saint salut. Adieu, adé, je m'au débarqué. Adé, adieu, je kilo pu. Adieu, adé, je suis décédé. Adé, adieu, ma grand, ma fieu. Bon, je ne surinterprète pas, donc la, le temps qui passe, la vieillesse, la mort et son fils. Et son fils. Alors je disais que c'était assez, assez costaud comme ça. Et puis un tout petit peu plus tard, dans le cahier, là, dans les photocopies que j'ai du cahier, un autre texte sur le même thème. C'est un de ces tout derniers textes écrits dans le cahier. Alors vous avez là l'écriture euh, sur 2 pages. Euh, Tout est numéroté hein, chez Charles Caron. C'est voilà, c'est un travail industriel. Alors je vous l'ai retranscrit quand même, puis vous avez sa signature dans ses dernières signatures, hein. Et puis donc là, je vais vous le mettre comme ça, un peu plus grand si je peux. Voilà. Adieu. Adieu chez Parti de Tonieux. Alors, le jeu de tonneau, c'est un jeu de foire de 14 juillet, hein. On s'installe sur. Il y a un tonneau percé qui est sur une poutre, puis il faut glisser comme ça, hein. Les toupions, les cercieux sont aussi des jeux d'enfance, hein, les toupies et puis le cerceau. Adieu chez Parti de Tonieux, chez Toupion et chez Cercieux, et chez Boine Parti de Cache sans qu'on se fâche. Adieu chez Tournouet d'Osselet, et dessus trottoir et devant chez Volé, avec des pieds et de génisse et des orteils fin lisses. Adieu chez Papère et de Mézieux. La pupille, hein, Papère, c'est la pupille. Donc il doit devenir très myope et puis en plus peut-être des MLA comme on dit maintenant ou bien bon donc une autre affection. Adieu chez Papard et de mes yeux qui sont peut-être un peu vus. Il ne passe qu'un filet de lumière, une faute, chez Peupière. Dans mes doigts et dans mes mains, j'ai de jour et je bâton blanc, et d'acheru et je tâtonne, et je qui vient et me pardonne. Un ne pu être avoir été, et de chaud, je me suis contenté, avec que je lis et de souvenage de mon enfance. Je ne lis plus ce que j'écris, excusez si je me redis. Pourquoi que del raiderie de Chervel qu'aime tête un chorchel? Adieu tout ce que j'ai raidé, puis tout ce que j'ai aimé. Adé chez Rétus silhouette chez coquette, l'eau chez ma dérin adieu. Ati, ma grand, ma fieu.
puis pour vous, un B à Pinchette, pour ti, est violette. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la violette qui revenait. Alors, les, au début, donc, il y a les images des jeux d'enfance, hein, tournoi d'osselets, les osselets qui sont faits avec des os de pieds de génisse ou de mouton, hein, selon les moments. Donc après la vieillesse, la lumière qui s'en va, la, comment le bâton blanc, donc voilà, on marche à tâtons dans les rues. Et puis on ne peut pas être et avoir été, et je me suis bien contenté des souvenirs de mon enfance. Voilà. Je ne lis plus ce que j'écris et manifestement, doit être, il doit déjà faire un énorme effort pour écrire. Et puis, pourquoi de le Redrich Chervel, qui est peut-être un sorcier? Alors ça, j'ai été très surpris, c'est que là, on retrouve le titre de son ouvrage, le titre de son premier ouvrage, et qui est du deuxième tome qui n'a pas été édité. Donc, des élucubrations, moi je dirais, en fait, hein, des Redrich Chervel sont des choses bizarres qu'on a dans la cervelle. Des élucubrations, donc c'est quelque chose qui va sceller, boucler l'œuvre en Picard de Charles Caron. Et puis, je vais vous relire la dernière strophe. Adieu tout ce que j'ai raidé. Raidé à Amiens et ailleurs maintenant, raider, c'est aimer au sens de collectionner, mais aussi c'est aussi les choses de menue valeur. Donc ça peut être un raideux, c'est un raideux collectionneur, c'est un raideux d'objets qu'il récupère, et puis ça peut être quelqu'un qui fait les raideries, maintenant on dit ça, donc les vides-greniers, mais à l'époque de Charles Caron, c'est plutôt le côté passionné, amateur de choses, je redis, de petites valeurs. Adieu tout ce que j'ai raidé, et puis tous ceux que j'ai aimés. Adieu chez Rétus Silhouette, chez Coquette. Donc voilà le clin d'œil fait à la jante féminine. L'eau chez Madérin adieu, parce qu'il y en a énormément de textes sur le thème du départ, de la mort, de l'au revoir. Ati, ma grand, ma fut. Et donc le point d'exclamation est posé à cet endroit-là, hein. Vous l'avez ici, hein, le point d'exclamation pour voir, hein. Ati, ma grand, point d'exclamation, à ma fut, hein. Pour vous, un B à Pinchette, pour ti, est violette. Donc là, un jeu de mots entre Violette, la fleur, et puis Violette, la femme la compagne de Bob Caron à ce moment-là. Euh, donc des textes bon, qu'on peut trouver intimes, familiaux, mais qu'on peut aussi trouver universels, hein, pourquoi pas, puisqu'on est tous un petit peu concernés par ce sujet-là, qu'on le voit avec angoisse ou bien pas. Et donc, il y a de nombreux textes de Charles Caron qui sont dédiés à son fils. Alors, je me suis dit, je ne vais pas finir par les derniers textes les plus plombants, quoi. Donc, je vais vous donner, si on a le temps, les deux que j'ai envisagés, mais en tout cas, celui-là. Déjà, oui, si on fera les deux. Allez, 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 on a commencé avec 5 minutes de retard. Olivier dira rien. Hop. Donc cela, je vous le montre. Donc ça, c'est un inédit qui est dans le tome 2. Euh, Dame affût, donc da à Amiens, c'est dans, hein, c'est d'un en picard habituel. Dame affût, donc, et regardez bien la date qui est tout en bas, 1955. Jean-Luc, je t'interromps, mais on ne voit pas le texte. Comment cela, vous ne voyez pas le texte? On voit ton écran, mais on voit pas le bon écran, je pense. Ah, ben voilà, mais alors, ça va, mes écrans sont... Là, ça doit aller, là. C'est bon? Je ne sais pas ce que vous voyez, en fait. Donc, je n'entends plus rien. Si, c'est bon, Jean-Luc, là, on voit Ah bien. bon, ouais, d'accord, Ouais, ok, ouais. parce que j'ai plus de, bon, enfin bref, bon, l'essentiel c'est que ce soit bon. Donc Dame infuse, donc vous allez voir le sens du titre. L'image qui est l'aquarelle qui est en arrière-plan, signée par Charles Caron, ben, on reconnaît, hein, c'est New York, c'est la Statue de la Liberté, c'est Brooklyn Bridge, voilà, c'est les paquebots. On est tout en bas, vous avez la date 16 mars 1955. Il n'y a pas encore véritablement les Boeing et les Caravelles, même s'il y en a, hein, on fait la traversée quand même bien encore par des transatlantiques. Et Bob Caron, qui est né en 1915, il a 40 ans.
et c'est à ce moment-là qu'il va aux États-Unis. Et donc son père et sa mère vit encore, et son père écrit à son fils et il lui écrit souvent, il dédie souvent des textes à des amis et très souvent à son fils à différentes occasions de, de mariage, d'anniversaire, enfin des choses assez classiques comme ça, mais qui sont pas, ben, qui ont une fonction au-delà de l'intimité de la famille. Alors je vous les lis et je vous le lis et vous allez comprendre le sens véritablement de d'âme infus dans mon fils avec ce point d'interrogation. J'ai eu sans trop d'excès, un peu de succès, un dessin, un peinture, littérature, puis j'ai foué des canchons, sans trop de fachon, v'là résultat de me vie, pour qu'on m'oublie. Et on est en 1955, il a encore quasiment un quart de siècle à vivre, et il fait un petit peu déjà le bilan de sa production, en français ou en picard, et puis il ne parle pas du tout de sa vie professionnelle à ce niveau-là, il en parle quasiment jamais par ailleurs. Voilà. Et puis, il pense déjà qu'on va l'oublier. Je fais tout pour que ce ne soit pas le cas. Euh, mais retrouver dans ma fût, il n'y a rien de mieux. Voilà, c'est là qu'on a l'explication du titre. Mais retrouver au sens de me réaliser à travers mon fils, hein, son fils unique. Mais retrouver dans ma fût, il n'y a rien de mieux. J'ai eu tout le long d'elle vie, elle-même à vie, qui devienne parmi chez gens, peut-être quelqu'un qu'on le raconte à la ronde dans tous nos pauvres mondes. Donc il a envie que son fils ait une vie euh, voilà, agréable en tout cas, et puis peut-être mondaine. Pour dire d'un mes vieux jours, avec amour, mafieux, bien plus pratique, M'fouer, elle réplique, avec bien plus de talent, bien plus remuant, et se faire un nom dans la peinture chez de bon augure. Donc là, son fils part aux États-Unis, son ambition, elle est encouragée par le père, euh, car v'là qu'à 40 ans, chez épatant, épique chez même magnifique, en Amérique, fouet sa recommandation d'exposition, Tolo del renommé, bien mérité. Alors, il s'adresse à son fils dans les deux derniers vers, et avant, il est assez général, hein. Il est parti en Amérique sans recommandation, puis Tolo del renommé bien mérité. Mafieux, je suis fier et ti, bien mieux que je le dis pour être l'anniversaire mi et petite mère, être boitcheur au brachon, ma brave garçon. Chaudonne à nous vieillèches, un peu de jeunesse. Mais, un tel espoir grisé perd tes succès. Un, euh, un tient point trop d'aventure à vue de peinture. Un teinte point trop d'aventure à vue de peinture. Et si tu te fouais Arnon, Achtit Caron, Edgeois, Taureau, Fouebrère, Timper, Pitmer. Donc là, le dernier des six couplets, c'est véritablement encore la leçon du père au fils. Hein. Ne te laisse pas griser par tes succès. Et puis, bon, bah, ça finit quand même. Si tu fouets un renom, donc Achtit Caron, Edgeois et te Fouebrère, Timper et Tmer. Voilà. Donc il y a une toute petite leçon paternelle. Bon, voilà, c'est vrai que euh, partir en Amérique et réussir en Amérique en 1955, même encore aujourd'hui, hein, ou monter à Paris pour d'autres ou des choses comme ça peut être aussi grisant et puis ça peut être entre guillemets risqué. Bon, on va, on va conclure avec un autre texte. Alors, il est très bref, qui est dit par Bob sur un texte que son père lui a dédié en 1944. Hein. Donc, c'est un texte de 1944 qui s'appelle À Mafieux. Donc, c'est un envoi à son fils. On va partager la vidéo pour que et puis après, on regardera le texte. Alors, allez, là, la vidéo.
Voilà. Quand tu retrouveras Machu, un jour, grandement plus tard, en fouillant chez Rayon des petites bibliothèques, perdu dans chez vieux livres, et peut-être par hasard, un chocaillé marron à couverture bien raide. Ouvrez-les avait soin, dans chez feuillets jaunis, chez souvenirs et d'achetant, muchés et sous poussière, et plus belles années t'apparaîtront tout gris, et défilés de 20 toute jeunesse et tempère. Donc c'est un texte en fait de presque d'héritage, hein. Donc là je vous ai reproduit le début du texte et puis je vais le relire avec vous. Ouais, on est quand même en 1944, hein, donc il y a un petit côté. Et pourtant, la guerre est finie, du moins en Picardie. Et puis donc il y a, normalement on respire entre guillemets. Et le texte est quand même euh, assez nostalgique. Voilà. Quand tu retrouveras Mafieux un jour, grand main putère, un fouillant chez Rayon d'un p'tiote bibliothèque, perdu d'un chez vieux livre, et peut-être par hasard, un chocaillé marron à couverture bien rec. Ouvrez-les à vue que soin. Da chez feuilles jaunies, chez souvenirs et dans le temps, muchés et sous le poussière, et bien plus de aînés, t'apparaîtront tout gris, et défileront et de vinti, tout le jeunesse est impair. Douchement, sans fouet de tac et sans mouiller tes doués. Un tchomolé ému, tu tourneras page à page, sur Saint-Tirol moisi, tu souriras narqué, d'avoir passé main temps à fouer des gribouillages, puis tu t'intéresseras à chez Nunu, chez Rien, tcho caplé d'anecdotes émouvantes ou risibles, qui faisaient à l'époque d'un nous bonne vie d'Amiens, une vie douce, bien tranquille, bonne à vivre et paisible. Alors j'ai arrêté là, le texte continue. Euh, on est à la fois dans la nostalgie, le temps passé qui ne reviendra plus, mais aussi la guerre hein, qui est passée par là, qui a détruit énormément de choses. Et puis je me suis dit que je finissais par là parce que c'est peut-être un texte comme ça, peut-être celui-là, peut-être un autre, qui a donné envie à Bob Caron d'éditer, partiellement certes, mais d'éditer précieusement l'œuvre de son père. Il en était l'unique héritier, mais il en était surtout un héritier moral. J'ai beaucoup insisté sur les textes qui les lient tous les deux, l'un à l'autre, et puis donc le père au fils, mais aussi le fils au père par l'hommage qui est rendu. Je vous assure que c'était très, très fusionnel, et à tel point que dans ABC Caron, la signature de Bob, il y a Albert, hein, il y a Albert qui est pas dans enfin, qui est dans ses prénoms, mais qui n'est pas le premier nom. Albert, Bob, Robert, donc Charles Caron. Voilà, donc il y a Charles qui est derrière, qui arrive aussi donc avec Albert. Et ça, c'est quelque chose d'assez, peut-être pas unique, mais enfin assez rare pour que ce soit à ce point-là remarquable. Voilà, bah, j'espère que je vous ai donné envie de relire Charles Caron, peut-être de vous procurer Rêderie. Je vous le redis, ah, bah tiens, c'est net là, cette fois-ci. On en retrouve de temps en temps. Euh, il y en avait encore quand Bob a fait sa conférence à ce moment-là. C'est pas excessivement rare, c'est pas très fréquent non plus, quoi. Mais par contre, les coins de chez nous disparus est beaucoup moins fréquent. Euh, et puis j'espère que ben, vous pourrez, au hasard, peut-être en feuilletant des vieilles coupures de presse, des choses comme ça, des almanachs, bah, tomber sur, j'avais fait une fois, j'avais tombé sur voilà, des choses qui sont éditées et puis qui n'ont l'air de rien. Puis d'un seul coup, ah, mais il y a un dessin, ah, mais il y a la signature de Charles Caron, ah bah oui, voilà. Et puis donc, il a fait des illustrations pour d'autres, et puis il en a fait énormément. Alors il y en a qui ont été perdus, je vous l'ai dit, mais il y en a qui ont été sauvegardés, imprimés, et puis quelques peintures, tout ça. Donc ça, voilà, c'est un artiste au-delà du dessinateur industriel, un véritable artiste qui s'est exprimé, et il avait beaucoup plus de goût, à mon sens, pour le dessin, la gravure, que le dessin industriel. C'est ce qui nourrissait sa famille, et les huiles Renault y ont contribué. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions, envie de compléments, d'informations. Je suis à votre écoute. Olivier, tu peux rallumer les micros.
n'entend rien ni personne. Il n'y a peut-être pas de question, hein. Il n'y a peut-être pas de question, non, voilà, c'est ça. Oui. Bon, c'est quelqu'un comment, qui risque d'être oublié à Amiens, alors que il a vraiment été, je vous l'ai dit, un ardent défenseur de la fleur, un promoteur du Picard. Puis il l'a transmis à son fils. Moi, c'est quelque chose. Si on n'avait pas fait cette conférence avec l'agence et Bob, quelque chose qui m'aurait échappé, parce que je connaissais Bob Caron, je vous l'ai dit, depuis longtemps. On parlait du Picard comme ça, mais ouais, mon papa écrivait Picard, tout ça, mais et donc moi bien sûr ça m'intéressait, mais on parlait aussi de jazz, on parlait d'un tas de trucs, on parlait de pas en profondeur avec moi, mais de sa vie en particulier avec Grâce de Monaco et tout ça, et puis de sa vie du côté de Valoris là dans ce coin-là. Enfin, il y avait énormément d'artistes qui étaient dans ce secteur-là. Mais j'avais jamais remarqué que Bob parlait aussi bien Picard et aussi naturellement Picard. Et grâce à cet enregistrement, je me dis, mais oui, quand même, quoi. Dire, quelle chance on a eu d'avoir une transmission et un enregistrement qui nous parviennent de ces sons nasalisés amiénois qui ne sont pas surfabriqués, qui sont naturels et qui viennent, bah, voilà, on est en 2024, donc, des sons qui ont probablement 150 ans de transmission. Voilà. Jean-Luc, c'est aussi une belle histoire d'amour père-fils et réciproquement, hein, parce qu'on voit leur lien. Ah oui, oui, oui. Et donc Bob a été très proche de son père. Et son père a vécu à Issy-les-Moulineaux jusqu'à, j'ai les dates quelque part, mais enfin bon, quelques années avant de décéder. Et il est venu au Crotoy. Et donc son père a vécu chez lui au Crotoy. Euh, et donc il est décédé au Crotoy, Charles Caron. Et c'est voilà, il était chez son fils. Oui, non, c'est une superbe histoire familiale et filiale. Ouais. Euh, oui, oui, tout à fait. Et puis ses parents, sa mère, la femme de Charles, la mère de Bob, est décédée dans le midi de la France. Donc ses parents habitaient très près de chez lui. J'ai regardé sur une carte où se situe Saint-Césaire avec un Z, hein, pas avec un S. Et puis ville où sa mère, la ville où sa mère est décédée. Tout ça, c'est dans c'était avant le gendarme à Saint-Tropez, hein. C'était avant que Brigitte Bardot s'installe là-bas. C'est vraiment l'époque Grace Kelly, hein. Voilà. C'est comme ça. Oui, oui, c'est donc dans une proximité. Bob Caron n'a pas eu d'enfant, donc voilà, l'héritage a été dispersé enfin, ses œuvres, tout ça, dans cette vente aux enchères à Amiens. Du côté de l'hippodrome, je m'y revois encore, avec la déception que dans les lots, il n'y ait pas tous ces cahiers-là. Ouais. Mais bon, ça, c'est le destin. Mais enfin, c'est pas complètement perdu, quoi. S'il y en a un qui veut s'amuser à lire les 13 cahiers, enfin les 11 qui sont inédits, ou les 10 si on enlève celui qui est sur Internet, vous irez voir. Bon, en tout cas, je vous donne rendez-vous donc dans 3 semaines avec un autre auteur, je vous l'annonce tout de suite, un autre auteur de la Somme, ce sera Arthur Lecointre. Donc, Ah, voilà. Donc on fera le tour de l'œuvre d'Arthur, que lui, j'ai eu la chance de rencontrer. Voilà. On se dira adé, Adé. Adi, Adé, Merci beaucoup, adé, Jean-Luc. Adé Tortous. Adé, adé. Bonne soirée à tout le monde. Oui. Adé. Adé. Olivier, je t'ai envoyé le journal de l'indicateur La rentrée des classes des Flamands, hein. Je l'ai bien vu. Tu l'as vu? Ok, Je l'ai c'est pas bon. vu, mais je l'ai vu. Ouais. Allez. Adé. Allez.